Le dernier mouvement du premier concerto pour piano et orchestre de Rachmaninoff, interprété par Raffaele Roscoe avec le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Edo de Wart, un vieil enregistrement publié chez Philips. Et je rappelle donc que Raffaele Roscoe sera dans notre maison, au Grand Auditorium, comme on dit, en compagnie du NOP et de Eliaou Inbal le 10 avril prochain. Avant de vous pencher sur le sort de l'orchestre de la garde républicaine, avec en direct son chef Roger Boutry, d'abord un coup d'oreille sur ce qui peut constituer un très beau cadeau. Il n'est pas besoin d'avoir une occasion comme Pâques, Noël, jour de l'an pour faire des cadeaux de cette qualité. Il s'agit de la réédition d'un enregistrement historique du Don Giovanni de Mozart sous la direction de Wilhelm Furtwängler. C'est un enregistrement live, comme on ne disait pas à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il a été enregistré au cours d'une représentation publique à Salzbourg le 6 août 1954. L'occasion de constater l'excellence d'un des propos tenus par Furtwängler lors de ses conférences qu'il donnait à Berlin dans les années 50, où il parlait de l'art d'accompagner. Je le cite, « Un chef qui accompagne mal les chanteurs ne pourra jamais bien diriger une œuvre symphonique, car un chef qui accompagne mal les chanteurs n'est tout simplement pas un chef. Accompagner les chanteurs, respirer avec eux, cheminer avec eux, c'est cela, diriger. » Nous écoutons un extrait de cet enregistrement donc historique que vient de ressortir Pathé Marconi. Je rappelle qu'il y a là l'orchestre philharmonique de Vienne, Otto Edelmann. On applaudissait ce soir-là l'air du catalogue dans la grande salle du Festspielhaus de Salzbourg. C'était le 6 août donc, 1954. Enregistrement public, comme vous avez pu le constater, du Don Giovanni de Mozart sous la direction de Wilhelm Furtwängler avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et les chœurs de l'Opéra d'État de Vienne. Un enregistrement historique, comme je le disais tout à l'heure. Les Porello ici étaient Otto Edelmann. Un enregistrement historique qui vient de ressortir chez Pathé Marconi. Roger Boutry, vous qui êtes le chef de l'orchestre de la garde républicaine, vous n'avez pas dû être tellement surpris par ce tempo extrêmement lent dans l'air du catalogue, comme d'ailleurs dans toute l'œuvre de Mozart sous la baguette de Furtwängler, vous qui avez dû ralentir le tempo de la Marseillaise en 1975 à la demande de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, enfin, c'est pas moi qui ralentis le tempo. Hein. Non, je suis contenté de la réharmoniser et d'en faire une autre orchestration. Mais c'est le président à l'époque qui souhaitait que ça soit joué plus lent. Oui, vous voyez. C'est pas moi. Ouais. C'était de la tradition de Furtwängler. Ben voilà. Mais ce n'est pas vous qui avez ralenti le tempo. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai refait l'orchestration et l'harmonisation. Étant professeur d'harmonie au conservatoire, je devais remettre des bonnes harmonies sous la Marseillaise. Mais alors, qui a ralenti le tempo ? C'est le président qui souhaitait... Oui, mais c'est pas le président, c'est le bon mémoire, c'est pas lui qui dirigeait... je sais bien qu'il faisait beaucoup de choses, mais l'orchestre de la garde républicaine directement. Il donnait l'ordre à tout le monde de la jouer plus lentement. Ah oui. On savait pourquoi, non ? Est-ce que c'était des raisons d'ordre esthétique comme Furtwängler ou des raisons d'ordre non, il souhaitait que sociopolitique ? Non, je pense que simplement il voulait que c'est un petit peu plus de grandeur et il est vrai qu'on a entendu souvent la Marseillaise jouer très 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 vite. Mais alors, il aurait souhaité que ça sonne comme un Te Deum, quelque chose comme ça. Ah oui, tant que ça ne sonne pas comme un requiem. Justement, j'espère qu'on ne va pas sonner le requiem de l'orchestre de la garde républicaine, puisque vous êtes un peu en question à l'occasion de ce concert que vous donnez donc le 10 avril à Gaveau, avec la pianiste Catherine Thibon, que nous allons entendre tout à l'heure, qui va donner les variations symphoniques de Franck et le concerto pour la main gauche de Ravel. À l'occasion de ce concert, il y a beaucoup plus d'articles de presse que d'habitude sur l'orchestre de la garde républicaine dont vous êtes le chef en titre, car un peu partout on lit que c'est le dernier concert et que l'orchestre doit disparaître. Et moi, dans les chambrées. Oui, je pense qu'il y a confusion là. La situation est un peu paradoxale. Vous savez, il y a 120 musiciens à l'orchestre de la garde républicaine, dont 80 pour les instruments avant et 40 pour les cordes. Et c'est deux choses qui ont été formées distinctement, c'est-à-dire que l'orchestre a été fondé en 1848, ça a commencé à 12 et c'est devenu 80 au fil des années. Et pour en 1840. 1840. Mais à l'époque, il y avait déjà les bois et les cordes. Les bois à cuivre et cordes, non ça a commencé à 12 trompettes en 1840. Ah bon, c'était une fanfare. Oui, c'était une fanfare. Paulus avait créé ça. Paulus, pas le chanteur. Oui, j'ai bien compris, oui, à 1848. Et en somme, c'était un orchestre composé essentiellement d'instruments allemands. Et en 1948, alors pour le centenaire, il a été créé un orchestre à cordes, en plus. Et il est évident que personne ne peut résister au plaisir de constituer un orchestre symphonique qui compose toute notre musique classique, romantique et moderne
avec les bois, les cuivres et les cordes. Donc vous êtes un effectif de plus de 100 personnes. 120. 120 exécuteurs. Donc vous pouvez jouer tout le répertoire et vous l'avez prouvé. Alors de quoi est-il question? De séparer à nouveau la fanfare du quatuor à cordes? De revenir à l'orchestre d'harmonie seul, comme il a fonctionné jusqu'en 1948, et de laisser de côté les cordes qui ont été créées en 1948, et chacun jouant de son côté. L'harmonie avec ce qu'on connaît, soit d'œuvres originales comme la symphonie d'Hindemith ou les Dionysiaques de Florent Schmitt, ou des transcriptions d'œuvres classiques. Et de temps en temps un peu le régiment de Sambre-et-Meuse quand même, non? Non, ça ne concerne pas. Vous savez qu'il existe une batterie fanfare. Oui, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Celle qui est... oui, qui fait strictement... Celle qui joue cette musique militaire qui est censée verser l'optimisme au cœur du citoyen. Voilà. Selon une définition bien connue. Mais alors, pardonnez ma naïveté, mais je ne vois pas très bien l'intérêt de séparer le quatuor à cordes des bois et des cuivres. Bien, pour l'instant, moi non plus, je ne vois pas beaucoup l'intérêt de cela. C'est-à-dire que ça nous prive d'un certain répertoire pour l'instant. Donc ça veut bien dire que l'orchestre, en tant que tel, en tant que formation symphonique de 120 musiciens, va disparaître. C'est ce qui est un projet. Oui, c'est-à-dire que ça sera 80 et 40. Oui, donc pour le prix d'un, on aura 2 orchestres, c'est ce que vous voulez dire. Mais alors il y a là une volonté politique, une volonté militaire, ou bien, j'espère que ça ne relève pas du secret d'État comme l'affaire Greenpeace, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le général Depardon qui commande la garde républicaine, qui en a décidé ainsi cette année. Et il fait partie du club des gens qui n'aiment pas la musique et qui osent le dire? Non, je ne le pense pas. Non, mais alors que se passe-t-il exactement? Vous n'êtes pas tenu au devoir de réserve, Roger Boutry, car si vous êtes colonel, c'est parce que c'est un grade attaché à la fonction. Oui, naturellement. Vous n'êtes pas plus colonel que moi. Hein? Non, pas du tout. Non, je peux évidemment vous dire que je suis un petit peu désolé de cette situation actuelle, mais je pense que ce n'est pas provisoire, enfin je le souhaite. Enfin, vous vous sentez quand même plus musicien que militaire. Oui, naturellement. Bien, alors on a l'impression qu'il y a là un général, comment il s'appelle? Depardon. Le général Depardon, qui est une sorte qui est un peu à la musique ce que le général Imbaud est à la DGSE, et qu'il est en train de verrouiller avec des musiciens de combat votre orchestre. Alors vous êtes en conflit avec lui? Oh non, pas vraiment, pas vraiment. Il me reste quand même de la musique à jouer avec l'orchestre d'harmonie. Il y a des compositeurs contemporains français qui écrivent de la musique. Et puis avec les cordes, on a beaucoup de répertoire. On peut vivre. Oui, mais par exemple, ce concert que vous allez donner le 10 avril prochain, vous ne pourrez plus le faire. Par exemple, le concerto de Ravel ou les variations symphoniques de César Franck. Oui. Mais alors, comment voyez-vous l'issue de ce qu'il faut bien appeler quand même un conflit d'autorité? Parce que c'est quand même pas un conflit musical. Je pense qu'on pourra faire quelques concerts dans une formation Mozart. On pourra réintroduire avec les cordes quelques bois, quelques timbales, quelques trompettes, et puis petit à petit on pourra... Voilà, vous allez revenir par la bande. Vous allez revenir à la formation Mozart à 30 musiciens, puis après on s'apercevra que vous êtes à nouveau 120. Donc vous êtes optimiste sur l'avenir de... Oui, tout à fait. Vous pensez que peut-être les gens ne sont pas toujours là à la même place, et que profitant du grand changement auquel on assiste actuellement en France, eh bien, il y a peut-être des gens qui vont disparaître, être affectés à d'autres postes. Je souhaite surtout qu'on fasse toujours de la bonne musique et parce que dans de bonnes conditions. Cette musique de la garde républicaine, c'était l'occasion d'en parler, et a quand même une très bonne image. Parce que les gens confondent effectivement souvent, et heureusement que vous êtes là pour mettre les choses au point, ils confondent effectivement avec la fanfare et la batterie fanfare. Oui, il y a même 2 fanfares, une à pied et une à cheval. Oui, en plus. Oui. Espérons que vous n'allez pas être mis à pied. Donc c'est un orchestre symphonique qui a un passé, une tradition et de très bons musiciens. Comment sont recrutés les interprètes? Par voie de concours. Il y a des prix du conservatoire? Oh oui, 90%. C'est comme pour les orchestres de la radio, les orchestres d'opéra, les orchestres de Paris. On fait un concours parmi les civils. Enfin, les civils, naturellement. Et votre budget dépend uniquement du ministère des Armées, naturellement, oui. Oui, c'est là où les problèmes commencent. Parce que qui paie commande. Oui, bien sûr. Selon un vieil adage capitaliste. Les musiciens recrutés par voie de concours deviennent gendarmes et gardes républicains une fois que... C'est-à-dire qu'un premier prix de conservatoire qui entre dans l'orchestre de la garde républicaine devient ipso facto gendarme. Oui, naturellement, oui, avec une carrière. Ou scaphandrier à la DGSE. Ça, c'est intéressant parce qu'on fait d'une pierre deux coups. Vous avez des servitudes proprement militaires, non? À part le 14 juillet, non, non, pas du tout. Nous ne faisons que des concerts. Oui. C'est-à-dire que le 14 juillet, le 11 novembre, c'est la batterie fanfare, c'est pas vous? C'est pas nous. Mais le 11 novembre, nous faisons un concert aux Invalides tous les ans, l'après-midi. Ah oui, quand même, qui fait partie d'une des servitudes. Bien sûr. Vous avez beaucoup d'enregistrements, d'ailleurs, vous? Oui, assez. On a enregistré aussi bien avec les cordes, avec l'orchestre d'harmonie, et aussi l'orchestre symphonique.
Bien, d'ailleurs, vous avez, je crois, apporté avec vous l'un de vos enregistrements. Je crois que c'est le tout dernier. Avant de nous séparer, on va l'entendre. Avant de retrouver, bien sûr, Catherine Thibon qui parlera du programme que vous donnez le 10 avril à Gao, en l'occurrence plutôt la partie pianistique. Alors, cet enregistrement que j'ai sous les yeux et vous bientôt sous les oreilles, c'est une superbe photo devant les Invalides de l'ensemble. Il y a marqué d'ailleurs photo gendarmerie nationale. On a presque envie de se mettre au garde à vous. Et c'est un programme très très peu militaire puisqu'il y a du Mouret, du Roussel et du Boutry, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes également compositeur. Oui. Alors c'était donc il y a 2 ans. C'était le concert du gouverneur militaire de Paris qui a lieu aux Invalides tous les ans au mois de décembre. Et c'était en 1984. Concert public. Concert public. On va écouter la petite suite d'Albert Roussel par l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine dirigé par vous, Roger Boutry.
La petite suite d'Albert Roussel, interprétée par l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine, dirigé par son chef Roger Boutry. Cet orchestre et ce chef que vous retrouverez donc à la salle Gaveau le 10 avril prochain, avec, entre autres programmes, les variations symphoniques de César Franck et le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, interprété par la pianiste Catherine Thibon. L'occasion de parler avec Catherine Thibon, de la retrouver, et elle commence par nous parler de ce concerto pour la main gauche, qui a d'ailleurs, soit dit par parenthèse, je ne dirai pas le nom, a été joué une fois, paraît-il, au cours d'un concert mémorable par quelqu'un de connu il y a une trentaine d'années, à deux mains. Fin de cette parenthèse malveillante. Pour revenir donc à ce concerto pour la main gauche, qui, au dire de certains pianistes, est paradoxalement fatigant pour le bras droit. Explication de Catherine Thibon. Je ne sais pas s'il est fatigant, mais il est évident qu'il faut le placer, son bras droit, d'une façon décontractée. C'est-à-dire que si on s'accroche ou au tabouret ou au piano, ou si on s'accroche même simplement sur le genou, puisqu'il faut bien la poser quelque part, cette main droite. Donc si on s'accroche au tabouret, on a une contracture musculaire qui fait qu'on est mal placé pour la main droite, pour la main gauche. Second problème, quand on a fini de jouer le concerto de Ravel, il est évident aussi que si on veut jouer quelque chose à deux mains, on retrouve sa main droite un peu comme paralysée, ce qui est parfaitement incompréhensible, parce qu'on peut très bien ne pas travailler pendant 20 minutes et avoir tout de même les deux mains au même niveau pianistique. Eh bien, pas du tout. Curieusement, à la fin de ce concerto, on se retrouve avec une main droite paralysée par rapport à la main gauche. Donc il vaut mieux éviter d'avoir une demande de bis. Il vaut mieux éviter pour soi-même, mais... Oui, c'est vrai, on est toujours gêné. Ou alors jouer un bis pour la main gauche. Mais cela s'explique comment? C'est une sorte de compensation de gauche à droite? Enfin, il y a des raisons purement anatomiques, physiologiques? Je pense que c'est anatomique, oui. Parce qu'on est obligé de se déplacer énormément. Donc d'avoir une position qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas notre position habituelle, où on a le poids sur les deux jambes, le poids réparti sur nos deux épaules et sur les deux bras. Là, tout à coup, on est un petit peu en porte-à-faux sur le tabouret, on est en porte-à-faux sur nos jambes, en porte-à-faux donc par rapport à nos épaules, par rapport au tronc. Et je me demande si, parallèlement, la main droite, le bras droit, tout ce qui est musculaire à droite ne doit pas se détendre de façon un petit peu anormale. La difficulté de ce concerto pour la main gauche n'est pas seulement une difficulté d'ordre physiologique, et pas seulement d'ordre technique, il y en a d'autres. Ah oui, heureusement. Heureusement. C'est d'abord... Il faut oublier que c'est un concerto pour une main. Il faut le faire oublier au public, aux auditeurs. C'est tellement bien écrit qu'on ne se rend pas compte qu'il n'y a qu'une main. Et la difficulté, elle est rythmique, elle est dramatique, parce que c'est un concerto dramatique, qui est en un seul mouvement, donc on n'a pratiquement pas le temps de respirer, bien qu'il soit coupé en deux parties bien distinctes, mais il ne s'arrête pas. Et pour terminer cet exploit, si je puis dire, d'une main, il y a une cadence qui fait 6 pages, 7 pages, et qui est une des plus longues cadences de piano, qui est redoutablement fatigante, musculairement, et qui arrive en fin de parcours. En général, la cadence est à la fin du premier mouvement dans les concertos classiques. Et là, comme c'est un concerto en un seul mouvement, la cadence vient à la fin du concerto. Donc il y a un investissement physique au départ qui est bien plus fort que dans n'importe quel autre concerto. On entre d'emblée dans le concerto avec une première cadence qui est très difficile musculairement, nerveusement à tenir. Ensuite, le déroulement normal du concerto. Et pour terminer, on a à nouveau l'épreuve de la longue cadence avant le tutti final. Ça se termine vraiment sur la cadence du soliste. Vous vous êtes inspiré de quel maître? Vous pourriez me répondre que vous êtes inspiré de vous-même, mais enfin, on n'oublie pas les maîtres, en particulier le vôtre, qui est un peu le dépositaire de la pensée de Ravel, Perlmutter. On ne peut pas oublier, en effet, quand on a travaillé des années et des années avec un être comme Perlmutter, avec cette pensée musicale et cette sobriété, on ne peut pas l'oublier, mais à la limite, c'est presque terrible. Il faut l'oublier. Il arrive un moment où il faut oublier ses maîtres et se retrouver soi-même. Je crois en effet que dans Ravel, c'est la chose qui m'est le plus difficile. D'oublier Perlmutter. C'est pas du tout péjoratif. C'est arriver à se retrouver soi-même après cet enseignement tellement précis et tellement riche. Parce qu'il nous a donné des indications tellement précises qui lui venaient directement de Ravel, en effet. Un peu moins dans les concertos, cela dit. Parce que ce sont les deux seules œuvres qu'il n'ait pas jouées à Ravel. Il a joué toute l'œuvre pour piano seul, mais pas les concertos. On a l'impression que c'est une sorte de statue du commandeur vivante
qui se lève derrière chaque pianiste jouant du Ravel. Absolument. Et c'est ça, justement, qui est difficile à oublier. C'est très difficile, très dur. Moi, je lui ai téléphoné il y a quelques jours à Perlemeter. Je lui ai dit, je vais rejouer ce concerto. Voulez-vous me l'entendre? Il m'a dit, non, surtout pas. Retrouvez-vous, travaillez toute seule. Et ce sera mieux. Et je crois qu'il avait raison. Après ce concert, vous avez des disques prévus? Hélas, rien de précis, mais je souhaiterais beaucoup, oui. Je souhaiterais beaucoup, justement, faire les variations symphoniques de Franck. Parce que je voudrais réhabiliter un peu, en ce moment, Franck. C'est un peu démodé, c'est un peu désuet dans l'esprit des gens. On ne le joue plus. Les variations, non, on joue souvent la... Vous trouvez qu'on joue souvent les variations? La sonate pour... Ah, les variations, mais la sonate pour violon et piano, par exemple. Ah oui, en musique de chambre. Oui. Mais pour piano seul, bon, il n'y a pas un énorme répertoire pour piano seul. Mais les variations symphoniques sont fort peu jouées. Regardez, c'est pas du tout programmé. Et pourquoi? Et les jeans, alors là, pas du tout. Parce qu'il y a une question de mode, parce que de même que ça... Moi, je pense qu'il y a une question de mode. C'est pour ça que je trouve que c'est un disque qui serait à faire, là. C'est un disque qui devrait intéresser le public. Cet extrait de la sonatine de Maurice Ravel, c'était dans le studio 118, pianiste Catherine Thibon. Prise de son Yann Parentoen, micro Bruel, des micros danois de grande qualité, piano comme d'habitude. Catherine Thibon que vous retrouverez, je le rappelle donc pour la dernière fois, à Gaveau avec l'orchestre symphonique de la Garde républicaine pour les variations symphoniques de Franck et le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Une émission d'Edith Walter et de Marek Adler. Bonjour, ce matin dans le studio, Catherine Thibon. Cette pianiste que l'on n'entend pas assez souvent
à mon gré et à mon goût, parce que c'est une très grande musicienne et on vous entend chaque année à Paris, Catherine, mais c'est pas assez, je trouve. Alors vous allez nous parler d'abord du programme, on va parler de tout, mais j'aimerais bien que vous nous parliez de ce programme que vous faites avec l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine et que dirige Roger Boutry. Eh bien, nous avons mis ce concert au point il y a déjà presque un an. Il a failli ne pas se faire parce que l'orchestre symphonique a été scindé. C'est le dernier de cette formation, paraît-il. Ils resteront en deux parties, une formation musique de chambre et une formation d'harmonie. Et nous avons élaboré un programme. Au départ, on voulait faire un programme français. C'est pour ça que j'avais choisi les variations symphoniques et le concerto pour la main gauche de Ravel. Tout simplement, dites-moi, c'est quand même Ah, mais ça, j'y tenais beaucoup. J'ai jamais joué ce concerto à Paris. C'est un grand regret. Je l'ai beaucoup joué ailleurs. C'est, je crois, le concerto que je préfère jouer. J'adore cette œuvre. Et je ne l'avais jamais joué à Paris. Alors je suis ravie que Roger Boutry m'ait proposé de le faire. C'est un concerto tragique, le concerto en ré pour la main gauche. Ne serait-ce que l'origine, la raison de sa création. Oui, bien sûr. Il a été écrit presque sur commande, enfin carrément sur commande, pour Wittgenstein, qui avait perdu un bras, qui était un grand pianiste et qui avait perdu un bras à la guerre de 14. Voilà. Et Maurice Ravel lui a écrit un concerto pour qu'il puisse le jouer malgré son amputation. Il paraît, l'anecdote raconte qu'il a trouvé que c'était un concerto trop facile pour lui et que Ravel avait écrit quelque chose en le prenant vraiment pour un petit garçon. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que ça, c'est le temps. Les imaginations s'envolant. Je crois qu'il y a une part de vérité quand même dans cette histoire. Cela dit, Diabolique a joué. Diabolique, très très difficile. Il est tellement bien écrit que ça ne peut pas être diabolique. Il est super, mais c'est merveilleusement écrit. C'est écrit avec une intelligence vraiment pour la main. Oui, alors Catherine Thibault, alors là je vous arrête. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, vous pianistes et même les chanteurs disent ça, des œuvres qui sont d'une virtuosité effrayante, et puis les artistes disent ah oui mais c'est bien écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, non pas que ça tombe vraiment dans la main, mais c'est vraiment écrit pour la main gauche. Je pense que si on essayait de le jouer à deux mains, à part 2 ou 3 petits passages où ça nous arrangerait quand même bien de mettre un petit peu de main droite, dans l'ensemble, ni le son, ni l'atmosphère musicale ne serait rendue de la même façon si on le jouait à deux mains. Mais quand même, c'est pas terrible, c'est pas un tour de force pour cette seule main qui, d'un bout à l'autre, se déchaîne? Je crois pas trop au tour de force. Le tour de force... ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. On est un peu des acrobates. On fait avec 10 doigts des choses difficiles. Oui, mais là, il n'y en a plus que 5. Là, il n'y en a plus que 5. Non, je dois la vérité de dire tout de même que c'est un concerto qui est écrit pour des gauchers. Et vous êtes en l'occurrence, gauchère? il n'a pas été écrit pour un gaucher. Il a été écrit, comme vous le disiez tout à l'heure, pour des raisons tragiques. Mais moi, je suis gauchère. Et j'avoue que c'est vraiment dans ma main. Je ne dis pas que je joue mieux que les autres, pour autant. Je dis que c'est plus facile, à la limite, pour moi que pour d'autres. Parce que c'est vraiment dans la main, et avec toute cette expression dans les pouces. Si on essayait d'y mettre la main droite à la place des pouces, puisque tout le chant, la plupart du temps, est fait avec le pouce, on n'aurait pas le même poids, on n'aurait pas le même son, on n'aurait pas le même sens dramatique, je crois. Quand vous travaillez une œuvre comme cela, je trouve que c'est une œuvre quand même qui est profondément désespérée. Je n'écoute jamais le concerto de Ravel pour la main gauche sans être complètement envahi par ce sentiment de désespoir résigné. Quand vous travaillez une œuvre comme cela, que vous vivez longtemps avec, parce qu'en effet, je crois que vous l'interprétez depuis très longtemps, Catherine Thibault, est-ce que vous êtes toujours consciente, est-ce que vous êtes toujours envahie par cette détresse? Oui, absolument. C'est vraiment, c'est vrai, c'est désespéré, en même temps c'est tragique, bien que il y ait de temps en temps ces accents de jazz, des petites lumières de jazz qui fascinaient Ravel à l'époque, pas seulement lui d'ailleurs. Mais il y a une tension terrible dans ce concerto, aussi bien orchestral que le soliste. Vous l'avez travaillé avec votre maître, Vlado Perlmutter? Oui. Ah, ça, c'est des souvenirs, ce sont des souvenirs extraordinaires. C'est un grand ravelien devant l'éternel. Hein? Oui, absolument. Et vous êtes sa digne disciple. Vous aimez beaucoup Ravel? Je n'oserais pas le dire. Oui, je l'aime certainement, peut-être autant que lui. Jouer Ravel comme lui, et malheureusement... heureusement, personne ne joue comme personne. Donc, chaque individu est unique. Il est vrai quand même qu'il m'a transmis non seulement cet amour de Ravel, mais je crois cette atmosphère spécifique ravelienne, qui est une atmosphère
excepté le concerto pour la main gauche. Là, parce que c'est une œuvre tout à fait à part dans l'œuvre de Ravel. Oui. Ça n'est pas son écriture habituelle, ça n'est pas son rubato habituel, si toutefois il y a un rubato chez Ravel. C'est tout à fait spécifique. C'est une dimension tragique qu'on ne rencontre pas vraiment dans l'œuvre de Ravel, enfin pas souvent. Et encore moi je suis pas vraiment de cet avis. Je trouve qu'il y a toujours une espèce de tristesse qui affleure, même que ce soit dans Ma Mère Loi. Oui, mais toujours avec cet aspect un petit peu en ironique retrait et très distingué, très raffiné. Grande pudeur, bien et sûr. pudique. Catherine Thibault, j'ai un document là pour les auditeurs de Radio Notre-Dame. Nous allons avoir la chance de vous écouter avant d'aller vous entendre au concert demain à 20h30 salle Gaveau. Nous allons faire revivre le concert que vous aviez donné l'année dernière à Paris. Et il a été enregistré. Et nous allons donc écouter de Schumann. Je vous laisse d'ailleurs parler de ses œuvres. D'abord, une arabesque de Schumann. Oui, l'arabesque de Schumann. L'arabesque. Œuvre courte, mais... C'est toujours court. Soit les arabesques de Debussy, elles sont courtes. Oui, c'est vrai. Mais pour Schumann, c'est une œuvre... oui, il a fait pas mal d'œuvres courtes tout de même, Schumann. Oui. Mais c'est une œuvre toute seule, il n'y a qu'une arabesque. Oui, c'est vrai. Alors Debussy en a fait 2. Oui. Schumann n'a fait qu'une arabesque. Et puis, après, il y a les Fantasiestücke. Opus 111. Qu'on n'entend jamais. Qu'on entend très très rarement, en effet, oui. Et ça aussi, c'est une œuvre d'intériorité. C'est en 3 mouvements. C'est curieux, c'est une œuvre, moi, que j'ai découverte très tard, que je ne connaissais pas du tout. Et que j'ai aimé énormément. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mise au répertoire il y a 2 ans. Mais je suis sûre que les auditeurs de Radio Notre-Dame vont aussi la découvrir. Et nous vous écoutons, Catherine Thibault. C'était Catherine Thibault qui était l'interprète de ces œuvres de Schumann. Catherine Thibault que nous entendrons demain, jeudi 10 avril, à 20h30, salle Gaveau. Alors vous nous avez parlé du concerto en ré pour la main gauche que vous allez interpréter, Catherine. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Franck maintenant, puisque vous allez jouer également les variations symphoniques. Franck est un petit peu en retrait en ce moment. Vous trouvez ? Ah oui, enfin il revient un petit peu depuis quelque temps, oui. mais depuis très très peu de temps. Franck donnait un peu l'impression, je crois, dans l'esprit des auditeurs, d'être un peu du romantisme décadent. Et c'était un peu passé de mode. Et j'ai trouvé que ces variations symphoniques, moi je les trouve superbes. Je trouve que c'est brillant, c'est beau, c'est très bien écrit. C'est brillant et c'est jamais gratuit, c'est toujours d'un lyrisme très intériorisé. Oui, ça n'est jamais impudique. Oui, puis ça n'est jamais l'éclat pour l'éclat. Non, bien qu'il ait un final très éclatant. Oui. Alors c'est un concerto en un seul mouvement, qui est construit tout de même en forme normale, avec des parties qui peuvent se séparer en 3, mais ça se joue en un seul mouvement. C'est la première fois que vous jouez avec cet orchestre symphonique ? Oui, Catherine ? Oui, c'est la première fois que je joue. En général, vous aimez mieux jouer avec orchestre. Enfin, vous allez me dire que c'est difficile de dire ça la veille de votre concert. Si jamais votre chef d'orchestre avec lequel vous allez jouer demain vous entend, vous n'êtes peut-être pas vraiment libre de vous exprimer sur ce sujet. Mais est-ce que vous aimez mieux quel est en fin de compte ce qu'il y a de plus exaltant pour une pianiste ? Est-ce que c'est de jouer comme ça avec un orchestre ou de jouer en récital ? C'est 2 choses différentes. Quand on est en récital, tout seul, on est seul responsable, je ne sais pas ce que je préfère. Jouer avec orchestre, c'est toute une ambiance, c'est tout un travail fait de concert. Et quand on s'entend bien avec son chef, ce qui est le cas avec Roger Boutry, qu'on a beaucoup travaillé ensemble, on part ensemble sur ce même bateau et c'est très exaltant. C'est plus exaltant peut-être que le récital. Est-ce que vous on est avez un peu déjà porté tout de même par un orchestre avec lequel on s'entend bien, avec un chef qui vous connaît bien. On est tout de même porté. En récital, on se trouve très seul. Pardon. Oui. Vous avez déjà joué les variations symphoniques de Franck ? Oui, je les ai jouées. Alors, j'ai eu la chance de les jouer avec José Iturbi. Tout le monde connaît José Iturbi, pianiste. Mais d'aucuns ne savent pas qu'il était aussi chef d'orchestre, surtout à la fin de sa vie. Tout de même, il était assez âgé. Et j'ai joué il y a maintenant, je ne sais plus, 5 ans ou 6 ans au Mexique. L'année précédant sa mort, il m'a dirigé ses variations symphoniques. Alors, que lui avait beaucoup joué en tant que pianiste.
et que là, il m'a dirigé. Ça a été un souvenir extraordinaire pour moi. C'était d'abord un moment extraordinaire de rencontrer ce monsieur qui était une espèce de mythe. Oui. C'est quand même un personnage du début de siècle, un personnage de légende, même s'il est complètement oublié maintenant. Et parlez-nous un petit peu de cette expérience du Mexique. Je crois qu'il y avait énormément de... C'est une salle de concert très grande, très pleine. Ah, c'est immense, oui. On est fasciné par l'immensité dans ces pays-là. Les salles sont immenses, on arrive plus ou moins connu. Là, quand j'ai joué les variations symphoniques avec Iturbi, j'étais déjà allée plusieurs fois au Mexique, donc j'avais un petit peu mon public. Mais la première fois que je suis allée jouer là-bas, j'étais fascinée de remplir une salle de 5000 personnes alors que j'étais totalement inconnue. C'est un public très enthousiaste. Oui, enthousiaste, très enthousiaste quand il aime, mais c'est un public curieux surtout, c'est ça qui est fascinant pour nous. Il se déplace, il y a un concert le vendredi qui est le même le dimanche, les 2 fois on remplit la salle. Oui, c'est étonnant. C'est quand même étonnant. Alors, avant que nous vous écoutions ici même, avant le concert de demain, j'aimerais, Catherine Thibon, que vous nous disiez si vous pensez que vous n'êtes plus tout à fait la même qu'il y a 5 ans. Vous avez joué donc cette œuvre-là avec orchestre il y a 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous l'avez laissé de côté? Vous l'avez joué tout le temps? Quelle est votre relation avec l'œuvre, si je puis dire? Et est-ce que vous avez l'impression que vous la jouez différemment, et pourquoi? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, quand je l'ai joué il y a 5 ans, c'était la première fois que je jouais cette œuvre. Donc il y a toujours l'angoisse des premières fois. On ne sait pas exactement ce qui va se passer devant le public. Et soi-même, on s'attend un petit peu au tournant. On se demande comment on va réagir en scène pour la première fois avec une œuvre nouvelle. Bon, donc ce point-là est écarté. Il est acquis derrière vous? Il est derrière moi. Ensuite, j'aime pas parler de mode en musique, parce que c'est pas vraiment la mode, mais on suit tout de même un petit peu une évolution permanente. Et il est vrai que je l'ai un petit peu dépoussiéré depuis 5 ans. Je l'ai rendu dans mon esprit. Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais pour l'instant, je le pense... Plus rigoureux. Je le pense, oui, c'est ça. Moins néoclassique, moins romantique. Vous attendrissez moins? Je m'attendris moins, je remue moins, je bouge moins dedans, je le joue plus... Je dirais pas comme Prokofiev, mais presque plus carré. Plus rigide. Oui. Un petit peu comme j'ai fait vis-à-vis de Chopin. Ah, mais ça c'est intéressant parce que vous savez, c'est la sonate, une sonate de Chopin qu'on va écouter, cette célèbre sonate. Et j'aimerais que vous nous parliez, c'est toujours ce même document que nous avons la chance de posséder, c'est-à-dire la bande de votre concert à Paris de l'année dernière. Donc, vous nous parlez un petit peu de cette sonate que nous allons entendre. Là, c'est autre chose. La sonate funèbre, je l'ai travaillée au conservatoire à la classe avec Vlado Perlmutter, donc, qui avait des idées très très arrêtées sur cette œuvre et qui nous a inculqué une forme de classicisme et nous a mis un petit peu dans un carcan de bon goût, j'allais dire, parce qu'avec Perlmutter, on ne pouvait jamais s'échapper d'une rigueur aussi bien rythmique que avec un rubato strict et jamais de débordement excessif. Oui, mais Catherine Thibon, mais depuis, enfin bon... Justement, j'y viens. Et c'est une œuvre que j'ai donc travaillée maintenant il y a 20 ans et que j'ai en permanence retravaillée. Je crois que c'est l'œuvre qui a le plus, sinon marqué mon évolution, si toutefois j'ai évolué, en tout cas mon changement personnel, car elle n'est jamais sortie de mon répertoire. Je ne dis pas que je la joue toutes les 3 semaines, mais je l'ai remise plusieurs fois en chantier. Elle m'accompagne partout, j'y pense énormément, je la travaille énormément parce que je trouve que c'est une œuvre redoutable. C'est une des œuvres, on parlait tout à l'heure des difficultés pianistiques, c'est une des œuvres les plus difficiles de piano pur. Oui. Et en plus, c'est une œuvre dans laquelle on peut chercher toute une vie. Eh bien, nous allons écouter cette œuvre, donc c'est la sonate funèbre de Chopin que Catherine Thibon interprète. C'était la sonate funèbre de Chopin, interprétée par Catherine Thibon. Je vous rappelle ce concert du jeudi 10 avril. Il sera donné avec l'orchestre symphonique de la garde républicaine que Roger Boutry dirigera. Vous pourrez entendre la symphonie en La de Saint-Saëns, les variations symphoniques de Franck, déclamation, une création à Paris de Don Nuet. Je ne vous en dirai pas plus, je ne connais pas ce compositeur. Et le concerto en ré pour la main gauche, la pianiste étant Catherine Thibon. Passez une bonne journée. Au revoir.
s'il vous plaît. Oui, c'était Catherine Thibon qui expliquait tout à l'heure ce qu'on pouvait faire. Merci. Parce qu'on prépare tout ça, bien sûr, pendant que les auditeurs écoutent. Alors, oui, on a parlé de beaucoup de choses, l'affaire, le mystère, mais Catherine Thibon, c'est quand même assez extraordinaire aussi comme exécution. Vous qui êtes pianiste. L'exécution, c'est fantastique dans la mesure où on sait qu'à cette époque-là, rien n'était possible de reprendre. Oui. Ce sont des exécutions qui sont directes. Maintenant, on ne laisse pas sortir un disque avec la moindre petite bavure, la moindre petite fausse note. Et on perd bien souvent le message artistique, l'idée musicale pure à cause de cela. Et oui. Il en est néanmoins vrai que on ne joue plus non plus du piano comme ça, à tort ou à raison. On ne joue plus du piano exactement comme à cette époque-là. Est-ce une question de mode, de tradition, justement, dont parlait tout à l'heure notre ami Gérard? Je pense qu'on évolue avec le temps et qu'on suit l'époque. On ne pourrait plus jouer aujourd'hui comme jouait Fischer, quel que soit notre talent. Si toutefois on avait le talent d'Edwin Fischer, on ne pourrait plus jouer comme il jouait à cette époque-là. C'est ça qui est très étonnant. C'est en cela que ce genre de disques sont absolument passionnants pour des gens comme nous. Oui. Et heureusement que ça reste là, et surtout que maintenant, on va en parler tout à l'heure, la plupart des œuvres de Furtwängler vont être mis en compact. On va en parler tout à l'heure. Hein. Je voudrais quand même rentrer un petit peu maintenant dans le sujet, enfin dans le chapitre je suis toujours les chapitres de votre livre, Gérard Geffen. Eh bien, on va parler du compositeur, car Furtwängler est connu comme chef d'orchestre de Furtwängler en tant que compositeur. Alors là, je vais peut-être faire une petite pause et ouvrir une petite parenthèse. Nous avons dans le studio depuis un petit moment, ils prennent part quand même à ce qui se passe dans le studio. Je les vois réagir. Tout à l'heure, Roger Bautry a sursauté. Et quand nous avons parlé de certaines idées de Furtwängler sur la musique contemporaine, et voilà, s'ils sont là tous les deux aujourd'hui, Catherine Thibon, nous la recevrons de nouveau parce que c'est une grande pianiste et nous ferons toute une émission avec elle. Mais aujourd'hui, quand même, c'était important parce qu'il y a un ultime concert qui va se passer la semaine prochaine, c'est jeudi. Je pense, jeudi, c'est quelle date jeudi 10 avril, à 20h30, salle Gaveau. Eh bien, Catherine Thibon, merci, on me fait passer une grande information. Catherine Thibon avec l'orchestre de la garde républicaine sous la direction de Roger Bautry. Et alors là, justement, pourquoi cet ultime concert? Parce que je crois que ce jour-là, ce sont les adieux de l'orchestre de la garde républicaine. Alors, Roger Bautry, ça doit faire quelque chose quand même. Il y a longtemps que vous êtes chef d'orchestre. Oui, il y a déjà quelques années, mais j'ai une petite confusion. C'est pas vraiment les adieux. Il y a un petit... Ah, alors concert, oui, ultime concert. Oui, ultime concert, oui, bien sûr, mais il se trouve que cet orchestre de la garde républicaine est démarré en 1848 avec 12 trompettes et au fil des ans, on est arrivé à 80 exécutants et c'est donc au départ un orchestre composé uniquement d'instruments à vent. Et en 1948, pour le centenaire, il a été créé un orchestre à cordes de 40 musiciens. Et de ce fait, en ayant les cordes et les instruments à l'avant, il s'est trouvé tout naturellement créer un orchestre symphonique. Et actuellement, les autorités de la garde républicaine souhaitent revenir à ce qui était avant, c'est-à-dire n'employer que l'orchestre d'harmonie, c'est-à-dire les instruments à vent d'un côté et les cordes de l'autre. Donc ce qui exclut provisoirement l'emploi de l'orchestre symphonique, mais que nous employons jeudi avec Catherine Thibon, bien sûr. Oui, ça serait été dommage, parce qu'il y a très peu d'orchestres symphoniques, alors s'il y en a un qui disparaît encore, il n'y a plus assez grand-chose. C'est-à-dire que cette décision que je souhaite provisoire nous prive d'un certain répertoire, et oui, voilà. d'un répertoire certainement important. L'orchestre d'harmonie, c'est très très bien, on peut jouer des œuvres originales comme Hindemith, Florent Schmitt, Stravinsky, l'orchestre à cordes aussi avec toute la musique baroque et la musique contemporaine, mais il est évident qu'avec l'orchestre symphonique on peut faire beaucoup plus de choses puisque c'est là la base de tout notre système de musique occidentale. Alors vous êtes comme Furtwängler, chef d'orchestre et compositeur. Oui, si vous voulez, c'est un grand honneur pour moi que cette comparaison avec le grand Furtwängler, que j'admire beaucoup. Ah, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces idées, de tout ce qu'a dit Gérard Geffen jusqu'à présent, et ce qu'il a écrit d'ailleurs dans son livre?
Je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que j'avais sursauté, c'est parce que le système atonal avec le total. C'était très amusant, mais j'avoue que c'est une comparaison séduisante et on pourrait en parler une autre fois, peut-être. Oui, parce que là, nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant. Hein. L'heure inexorablement tourne. Alors, je crois que, on va vous écouter dans une de vos œuvres. Oui, les tableaux symphoniques. C'est un concert. Tous les ans, il y a un concert du gouverneur militaire de Paris qui a lieu dans l'église Saint-Louis des Invalides. Ça se passe au mois de décembre. Et c'est un enregistrement en direct en 1984 qui a été enregistré à l'occasion de cette manifestation assez officielle et qui réunit quand même un grand public. Alors, justement, avec l'orchestre symphonique de la Garde Avec l'orchestre symphonique, naturellement, oui. Voilà. Eh bien, le premier mouvement de ces tableaux symphoniques. Ok. C'est très beau. C'est donc un extrait du tableau symphonique pour orchestre de Roger Boutry. Bravo. Bravo, j'ai beaucoup aimé. C'est brillant quand même. Avec l'orchestre symphonique de la Garde républicaine. Très bon vous dirigez. Oui, très bon. Très très bon. Je vais vous dire en passage, c'est dommage que on n'a pas pu se joindre au départ, parce que j'ai entendu il y a à peu près un an, justement, je reviens là-dessus, mais le vol du Bourdon joué par l'orchestre symphonique de la Garde républicaine, mais c'est époustouflant. Époustouflant. On voit ce Bourdon qui vient, on le voit, il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire autrement que de le voir. Hein. Ah, merci du compliment. C'est époustouflant. Je rappelle donc, avant de parler de Catherine Thibon, qui justement, jeudi prochain, participe au concert, mais elle va nous parler un petit peu d'elle, très brièvement peut-être, parce que nous la recevrons après. Je rappelle aux auditeurs de 988 FM la question, la même année que la naissance de Furtwängler, deux autres personnalités de la musique, sont deux pianistes. Et alors, pour vous aider, deux pianistes. Un, a fini sa vie en Amérique, on peut leur dire. N'est-ce pas, Georges Eiffen, c'est ça? Je me trompe pas. Non, je crois pas. Il est mort en Suisse. Non, en Suisse. Non, mais en il passait Suisse, pour l'américain quand même. Oui, il a beaucoup voyagé. Il a écrit, on va donner des petites indications. Il a écrit des mémoires extrêmement drôles. Voilà. Extrêmement drôles, extrêmement amusantes.
Et le premier pianiste, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, on l'a même entendu. Alors voilà, je vous aide là. Et puis la mort, il y a beaucoup de personnes, je crois, qui trouvent la mort. Alors trouvez-nous ces deux noms que nous avons presque dit. Et vous nous appelez au 42 23 39 39. On vous attend là, on attend vos appels. Allez, vous nous appelez. Et nous allons un petit peu parler de Catherine Thibon. Catherine Thibon, donc vous êtes pianiste et vous participez donc jeudi prochain à ce concert. Quelle est un petit peu votre impression, sentiment? À quel sujet? De ce concert peut-être? Mais je suis ravie de jouer avec cet orchestre que j'admire beaucoup. Et avec Roger Boutry, qui est un grand chef d'orchestre. Je suis ravie parce que nous avons déjà répété une fois. On a fait un travail très précis et j'aime beaucoup cet orchestre. J'aime beaucoup les concertos que nous avons choisis. Oui, on pourrait les signaler au départ. Les variations symphoniques de Franck. Oui, il y a la symphonie de jeunesse. On parlait tout à l'heure de la fin du néoclassique. Oui. Les variations symphoniques qui sont trop peu jouées à mon gré. Les variations symphoniques de César Franck. Avec les jeans tout de même. Oui, les jeans, mais alors là, jamais. Mais César Franck est très peu joué finalement. Les variations? Oui. Oui, on le délaisse un peu. Et c'est dommage. Je vais vous raconter une histoire de César Franck, parce que je ne peux pas y résister. Oui, d'accord. Je me suis beaucoup intéressé à César Franck, sur lequel j'ai écrit un certain nombre de petites choses. Et il se trouve que j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale un inédit de César Franck. Une cantate de César Franck totalement inédite, manuscrite, qui s'appelle Patrie, que César Franck a écrite en 1848. Voilà 3 ans que j'essaie de la faire jouer, je n'y arrive pas. Tiens, comment ça se fait? Peut-être que Roger Boutry va la mais j'ai l'impression que vous allez y arriver là. Je ne peux pas nommer, mais j'ai le sentiment qu'on veut remettre Franck à la mode. Oui. Je connais un chef d'orchestre qui s'y emploie, brillamment d'ailleurs en ce moment, et je pense que vous devriez lui en parler. C'est pas César Franck, c'est pas Roger Boutry par hasard que vous voulez dire? Non. Est-ce que vous seriez intéressé? Oui, toujours. Moi, je suis toujours très intéressé par la musique nouvelle. Oui, alors peut-être c'est rigolo de dire la musique nouvelle en parlant de César Franck. Les nouvelles musique nouvelle. Elle n'a jamais été édité. J'ai la partition autographe. C'est une version avec chœur, soliste probablement. Avec chœur, avec 4 parties de chœur, et puis un orchestre qui conviendrait à merveille à l'orchestre de la garde républicaine. Alors vous voyez, tout est trouvé, trouvé. On va chercher le temps là. Il n'y a pas de partie piano là. Ah, je suis désolé. Très dommage. Oui. Et ensuite, on a la main gauche de Ravel. On joue concerto pour la main gauche. Quelque chose de sensationnel, ça, pour un pianiste. C'est un super concerto, superbe. Oui. Alors, vous avez apporté quand même un extrait d'un des concerts que vous avez donné. J'ai apporté toute une besace et on a choisi, je crois. Nous allons nous revoir, on va prendre rendez-vous tout à l'heure. Et donc, nous écoutons, je ne sais pas, là, vous les études symphoniques, jusqu'où vous voulez. Non, mais c'est une œuvre qui est longue, les études symphoniques de Schumann. Voilà, et bien avec plaisir. Alors,
Eh bien, bravo Catherine Thibon, une œuvre donc intéressante à écouter, c'est très très beau aussi au piano, ça c'est vraiment, ça colle très bien. Et c'était interprété donc par Catherine Thibon. Et c'était un concert qui a eu lieu depuis très longtemps, là, Catherine ? Je ne sais plus. Celui-là, non, c'est l'année dernière, au mois de juin. Au mois de juin l'année dernière, à Paris. Alors, je compte sur vous pour revenir, pour parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, de ce qui va se passer, enfin, d'aujourd'hui et les quelques jours qui vont nous séparer de l'émission que nous allons faire ensemble, et de l'avenir de Catherine Thibon, qui s'annonce très bien, je crois. C'est gentil. L'avenir le plus proche, c'est jeudi. C'est jeudi. Alors, on va rappeler très vite, donc, jeudi prochain, 10 avril 1986, salle Gaveau, à 20h30. Notez-le bien sur votre petite tablette, dans vos carnets de rendez-vous. 20h30, salle Gaveau. Voilà, ça, il faut le noter. Et alors, vous applaudirez Catherine Thibon avec l'orchestre de la Garde républicaine, qui est dirigé par Roger Boutry, ici présent, qui lui aussi reviendra pour une émission, chef d'orchestre, compositeur. Au passage, voilà, ça y est, le thème est trouvé. Donc, des œuvres de César Franck, on en a parlé, Camille Saint-Saëns et Maurice Ravel. Voilà, allez-y nombreux, les applaudir, on vous y attend. Jeudi, salle Gaveau, à 20h30. Je reviens donc maintenant un petit peu sur Furtwängler et surtout sur le livre de Gérard Giffen. Gérard Giffen, comme